tu vas vraiment porter ça? La voix de ma sœur Victoria trancha l'air du matin de Pâques comme une lame. J'étais debout dans le hall d'entrée de mes parents à Scottsdale, en Arizona, lissant le chemisier en soie vintage que j'avais déniché chez Goodwill 3 semaines plus tôt. Mon Dieu, Leah, on dirait que tu as encore pillé la penderie d'une grand-mère. Je m'appelle Leah Simmons. J'ai 32 ans, et ma famille m'a déjà traité de pire que la fille des friperies. Là, debout sur ce sol de marbre, entouré par l'odeur de lys hors de prise et le tintement des coupes de champagne, je sentis de nouveau le poids familier de leur jugement se poser sur moi comme un manteau lourd. C'est un beau chemisier, dis-je doucement en faisant courir mes doigts sur le tissu délicat. Ce qu'il ignorait, c'était que cette pièce en particulier était un Chanel vintage, valant plus que toute la tenue de Pâques de Victoria réunie. Mais j'avais appris depuis longtemps qu'il était inutile de me justifier auprès d'eux. Ma mère apparut depuis la cuisine, ses cheveux blonds parfaitement coiffés captant la lumière matinale qui traversait les immenses baies vitrées. « Oh, Leah, chérie », soupira-t-elle en me détaillant de haut en bas avec cette expression que je connaissais si bien. Un mélange de déception et de pitié. Nous en avons déjà parlé. L'image compte, surtout quand nous recevons des invités. Quels invités? Demandai-je, même si je savais déjà que la réponse allait m'irriter. Les Anderson viennent pour le brunch, annonça Victoria en ajustant sa robe de créateur avec une satisfaction évidente. Tu te souviens de Jessica Anderson? Elle vient d'être promue directrice régionale dans sa société de marketing. Elle touche désormais un salaire à 6 chiffres. La comparaison resta suspendue dans l'air comme une fumée étouffante. Victoria, 34 ans, travaillait comme agent immobilier et ne ratait jamais une occasion de rappeler à tout le monde sa réussite. Même si je savais qu'elle peinait à payer son crédit immobilier la plupart des mois, nos parents, 2 professeurs à la retraite vivant d'un revenu fixe, s'étaient convaincus que Victoria était l'enfant modèle, la réussite familiale. Moi, en revanche, j'étais la déception incapable même de bien m'habiller. Peut-être pourrais-tu emprunter quelque chose à Victoria, suggéra ma mère avec une voix pleine d'espoir. Vous avez à peu près la même taille. J'eus presque envie de rire. Victoria mesurait 10 cm de plus et portait 2 tailles au-dessus de moi. Mais le souligner n'aurait fait qu'aggraver les choses. À la place, j'esquissai un sourire forcé. Je suis à l'aise dans ce que je porte. Merci. Victoria leva les yeux au ciel avec théâtralité. À l'aise? C'est tellement toi, Leah. Certaines d'entre nous tiennent réellement à faire bonne impression. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que j'avais cessé de me soucier de leurs impressions depuis des années. Ce qui comptait pour moi, c'était la satisfaction silencieuse de construire quelque chose qu'ils ne pouvaient ni voir ni soupçonner. Mais en les observant dans cette maison immaculée, préparant une nouvelle représentation de perfection familiale, je ne pouvais me défaire du sentiment que ce jour de Pâques serait différent. Le schéma avait toujours été le même depuis que je m'en souvenais, Victoria était l'enfant doré, celle qui avait les vêtements neufs, la plus grande chambre et la majorité de l'attention parentale. Moi, j'étais la silencieuse, celle qui s'accommodait des vêtements usés et des livres de bibliothèque, qui trouvait des trésors dans les endroits que les autres méprisaient. Après l'université, tandis que Victoria revenait vivre chez nos parents pour lancer sa carrière immobilière grâce à leur soutien financier, j'avais emprunté une autre voie. J'avais loué un petit appartement de l'autre côté de la ville et j'avais commencé à travailler comme analyste financière chez Sunundal Financial, l'une des petites firmes d'investissement de Phoenix. Le salaire n'était pas extraordinaire, mais il était stable. Et surtout, il m'enseignait des choses sur l'argent que la plupart des gens n'apprendraient jamais. Victoria, elle, considérait mes achats en friperie comme la preuve que je n'avais pas su entrer dans l'âge adulte, convenablement. C'est embarrassant, m'avait-elle lancé lors de mon dernier dîner d'anniversaire, il y a 6 mois. Tu as 32 ans, Leah. Tu ne crois pas qu'il est temps de commencer à acheter dans de vrais magasins, comme une adulte?
Ce qu'elle ne savait pas, c'était que mon habitude des friperies, née d'une nécessité, était devenue au fil du temps une stratégie. Pendant qu'elle dépensait ses commissions en sacs de luxe et en dîners hors de prix, j'investissais discrètement chaque dollar supplémentaire que je pouvais épargner. Les vêtements vintage, les meubles de seconde main, le budget rigoureux, tout servait un dessein plus grand qu'aucun d'eux n'aurait jamais imaginé. Mes parents s'inquiétaient constamment pour moi, bien qu'ils l'exprimaient plus sous forme de critique que de réelle sollicitude. Nous voulons seulement que tu sois heureuse, chérie, me répétait ma mère lors de nos appels mensuels. Mais tu ne peux pas vivre éternellement comme une étudiante. Quand vas-tu commencer à bâtir une vraie vie? L'ironie ne m'échappait pas. Tandis que mesurait le succès par les apparences et les dépenses, moi je construisais patiemment quelque chose de solide, dans l'ombre. Chaque mois, je voyais mes comptes d'investissement grossir. Chaque année, j'augmentais mes contributions. Chaque trouvaille en friperie représentait de l'argent que je pouvais investir dans mon avenir plutôt que dans une mode éphémère. Mais leur expliquer cela me semblait impossible. Comment leur dire que leur fille des friperies prenait en réalité de bien meilleures décisions financières que tout? Comment leur expliquer que je préférais porter une robe vintage à 10 $ et investir la différence plutôt que de dépenser 300 $ pour une tenue qui serait démodée la saison suivante? Victoria avait toujours été la préférée, celle qui incarnait extérieurement le succès même si la réalité vacillait. Elle roulait en BMW en leasing, qu'elle peinait à payer, vivait dans un appartement dont les mensualités l'étouffaient, et maintenait son train de vie grâce à ses cartes de crédit et aux sauvetages occasionnels de nos parents. Moi, je conduisais une Honda fiable achetée comptant, je vivais en dessous de mes moyens, et je regardais ma valeur nette grimper d'année en année. Ce secret pesait lourd certains jours, mais j'avais appris à le porter en silence. Le brunch de Pâques se déroula exactement comme je l'avais prévu. Jessica Anderson arriva avec son mari et leurs 2 enfants impeccablement habillés. En quelques minutes, Victoria s'était déjà installée comme centre de l'attention, régalant tout le monde de ses histoires immobilières. Lee travaille dans la finance, expliqua ma mère à Jessica lorsque la conversation glissa inévitablement vers les carrières. La façon dont elle le dit ressemblait presque à des excuses, comme si mon métier devait être excusé plutôt qu'expliqué. Oh, comme c'est gentil, répondit Jessica poliment. Mais je vis son regard se poser sur ma tenue avec la même expression sceptique que j'avais l'habitude de recevoir des amis de Victoria. Quel type de finance? Analyse d'investissement, répondis-je simplement, en sirotant mon mimosa. J'avais appris que moins je donnais de détails, plus vite la conversation revenait à un sujet plus intéressant, les succès de Victoria. Elle est modeste, intervint mon père, même si son ton trahissait qu'il ne savait pas vraiment ce que mon travail impliquait. Elle fait quelque chose avec des chiffres et des ordinateurs. Très technique. Victoria éclata de rire, ce rire sec et familier. Lee a toujours été bonne avec les chiffres. Vous vous souvenez comment elle tenait son carnet de chèques à jour chaque semaine à l'université? Une vraie petite comptable. Le diminutif me blessa plus qu'il n'aurait dû. J'observais Victoria lancer une autre histoire à propos d'une maison à 1 million qu'elle avait presque vendue, et je sentis mon esprit se refermer sur lui-même, comme toujours durant ces réunions de famille. Je les aimais, mais être avec eux revenait parfois à tenter de respirer sous l'eau. Après le brunch, tandis que les adultes s'attardaient autour du café et que les enfants Anderson jouaient dans le jardin, je prétextai un besoin d'aller aux toilettes. J'avais laissé mon sac dans le couloir, et quand je revins, je surpris Victoria en train de le fouiller avec ce sentiment d'impunité qui avait toujours caractérisé sa manière de s'approprier mes affaires. « Victoria, que fais-tu » demandai-je, ma voix plus tranchante que prévu. Elle leva les yeux, sans même avoir la décence de paraître gênée. Je cherchais du chewing-gum. Tu as toujours du chewing-gum? Sa main ressortit de mon sac, tenant quelque chose qui me fit défaillir. Un relevé trimestriel de mon compte d'investissement que j'avais oublié d'enlever après ma dernière rencontre avec mon conseiller financier.
Ses yeux parcoururent le document, et je vis son expression passer de l'agacement à la confusion, puis à quelque chose qui ressemblait au choc. Le chiffre en bas de page ne pouvait pas être ignoré, 9 247 384,2. Qu'est-ce que c'est que ça? Murmura T.L. d'une voix à peine audible. Je tendis la main pour récupérer la feuille, mais elle la retira, l'examinant plus attentivement. La pièce devint soudain trop étroite, trop chaude. Ce n'était pas ainsi que j'avais prévu qu'il découvre la vérité. J'avais imaginé que cela se ferait progressivement, peut-être des années plus tard, lorsque j'aurais effectué un achat trop grand pour qu'il puisse l'ignorer. Lia, dit Victoria, sa voix étrange, creuse. Est-ce que c'est réel? La question flotta entre nous comme une arme chargée, et je sus que tout allait basculer. Est-ce que c'est réel? Répéta T.L., sa voix montant à chaque mot. Elle tenait le relevé comme s'il s'agissait d'une preuve accablante, ses mains parfaitement manucurées tremblant légèrement. Je pris une profonde inspiration, consciente qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Oui, c'est réel. 9 millions de dollars. Sa voix se brisa sur le chiffre. Tu as 9 millions. Le couloir se transforma en scène, et au loin, je distinguais les rires du salon où nos parents et les Anderson savouraient encore leur café. Victoria me fixa comme si j'avais soudainement deux têtes, sa bouche s'ouvrant et se refermant sans qu'aucun son n'en sorte. Comment? Réussit-elle enfin à dire. Comment est-ce possible? Tu fais tes courses chez Goodwill. Tu conduis cette vieille Honda. Tu vis dans ce minuscule appartement. Ces choix sont précisément ce qui a rendu cela possible, répondis-je doucement, en essayant de garder ma voix posée. Chaque dollar que je n'ai pas dépensé en vêtements de marque ou en restaurant chic est allé dans mes investissements. Chaque trouvaille de friperie signifiait plus d'argent pour mon portefeuille. Le visage de Victoria traversa toute une palette d'expressions, le choc, la confusion, puis quelque chose de plus sombre. Tu nous as menti tout ce temps. Tu as fait semblant d'être pauvre alors que tu étais en secret millionnaire. Je n'ai jamais prétendu être pauvre, rectifiai-je. J'ai juste choisi de vivre différemment de toi. Victoria me fixa, incrédule, puis tourna brusquement les talons et entra dans la salle à manger, le relevé toujours à la main. Maman? Papa? Cria T.L., sa voix résonnant dans toute la maison. Vous n'allez pas croire ça. Mon cœur s'arrêta net. Victoria, non. Mais c'était trop tard. Tout le monde leva les yeux de leur tasse lorsque Victoria fit irruption dans la pièce, brandissant le papier comme une bannière. Regardez ça. Lia est assise sur une fortune de 9 millions de dollars. Le silence qui suivit fut assourdissant. Ma mère, une tasse de porcelaine fragile à la main, la laissa tomber dans sa soucoupe avec un petit bruit sec. Qu'est-ce que tu racontes? Victoria jeta le document sur la table. Ce que je raconte, c'est que Lia, notre chère surpauvre, notre petite fille des friperies, est en réalité une multimillionnaire. Tous les regards se tournèrent vers moi. Jessica Anderson s'étrangla dans son café. 9 millions? Je sentis mon visage s'embraser, mais je me tins droite, sachant que je ne pouvais plus cacher la vérité. C'est exact. La pièce explosa. 9 millions, s'exclama mon père, ses yeux écarquillés. Lia, comment est-ce possible? Victoria ricana, une note acide dans la voix. Je vais vous dire comment. Elle nous a tout trompés. Pendant que nous pensions qu'elle vivait à peine, elle construisait une petite montagne d'or. Ce n'était pas un mensonge, dis-je fermement. J'ai travaillé dur, j'ai investi, j'ai vécu en dessous de mes moyens. C'est tout. Mais ma voix se perdit dans le tumulte. Victoria s'avança, ses yeux étincelants. Tu veux dire que pendant toutes ces années, tu m'as laissé me tuer au travail, me battre pour des commissions, lutter pour mes paiements, et tu étais assise là, avec des millions. Ce n'est pas comme ça, insistai-je.
Je n'ai jamais voulu te faire sentir inférieur. Lança-t-elle, ses mains tremblantes. Parce que c'est exactement ce que je ressens en ce moment. Ma mère intervint, sa voix secouée. Lia, chérie, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Nous aurions pu être fiers. Je lâchai un petit rire amer. Auriez-vous été fiers? Ou auriez-vous trouvé un autre moyen de me critiquer? Un silence lourd tomba. Mon père secoua la tête, incrédule. 9 millions, et tout ce temps, nous pensions que tu gâchais ta vie. Jessica Anderson, visiblement captivée par le drame, chuchota. C'est comme un film. Victoria se mit à marcher de long en large, ses talons claquant sur le marbre. Alors quoi maintenant? Tu es la riche et nous, les idiots. C'est ça ton grand triomphe? Je sentis les larmes me monter aux yeux, mais je refusai de les laisser couler. Ce n'est pas un triomphe, Victoria. Ce n'est pas une compétition. Je n'ai jamais voulu que ce soit une compétition. Mais Victoria secoua la tête, furieuse. Tout a toujours été une compétition. Même quand tu prétendais que ça ne l'était pas. Elle attrapa le relevé et le lança sur la table devant nos parents. Eh bien, félicitations, Lie. Tu as gagné. La pièce resta figée, chacun pesant ses mots. Puis ma mère parla enfin, sa voix douce mais ferme. Assez. Tous les regards se tournèrent vers elle. Lie a fait ses choix. Victoria a fait les siens. Ce n'est pas une question de compétition. C'est une question de ce que chacun valorise. Victoria la fixa, bouche bée. Tu prends son parti. Je ne prends pas de parti, répondit ma mère. Mais peut-être qu'il est temps que nous arrêtions de juger Lie par nos propres standards. Elle a réussi à sa façon. Et tu as réussi à la tienne. Sa façon lui a donné 9 millions de dollars, s'exclama Victoria. Et la tienne t'a donné une carrière et une réputation, répondit ma mère calmement. L'argent n'est pas la seule mesure du succès. Mon père hocha lentement la tête, toujours sous le choc. Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies accumulé tout ça. Parce que vous n'avez jamais regardé, dis-je doucement. Vous étiez trop occupé à me juger pour mes vêtements et mes choix. Le silence qui suivit fut plus lourd que tout ce qui avait précédé. Jessica Anderson, mal à l'aise, changea de sujet, et bientôt les conversations reprirent, bien que l'atmosphère fût irrémédiablement altérée. Victoria resta silencieuse, son visage fermé, son esprit visiblement ailleurs. Je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Ce soir-là, je rentrai chez moi, laissant derrière moi le marbre étincelant et les sourires forcés. Mon appartement paraissait modeste en comparaison, petite pièce, meubles chinés, l'odeur légère du jasmin venant de la fenêtre ouverte. Mais pour moi, c'était un sanctuaire. Je déposai mon sac, m'assis à mon bureau et ouvris mon ordinateur. Mes comptes s'affichaient à l'écran, les chiffres froids mais rassurants. Oui, j'avais 9 millions de dollars. Mais plus que cela, j'avais une vie que j'avais choisie. Une vie bâtie sur la patience, la discipline et la liberté de ne pas dépendre de l'approbation de ceux qui m'avaient toujours sous-estimé. Je repensais au visage de Victoria lorsqu'elle avait vu le relevé. Le choc. L'incrédulité. La colère. Pendant des années, elle avait cru que j'étais en retard, que je perdais la course invisible dans laquelle elle s'était lancée. Mais je n'avais jamais couru la même course. J'avais tracé mon propre chemin, lent, discret, invisible aux yeux de ceux qui ne voyaient la valeur que dans ce qui brillait. La vérité, c'est que je n'avais pas besoin qu'ils comprennent. Pas vraiment. J'avais trouvé ma paix dans la simplicité, dans les vêtements portés, dans les livres empruntés, dans les repas cuisinés à la maison. Dans chaque dollar que je choisissais de ne pas dépenser, je voyais une graine plantée pour l'avenir. Et maintenant, cet avenir était là. Je savais que les choses avec ma famille ne seraient plus jamais les mêmes. Qu'il y aurait des conversations tendues, des comparaisons, peut-être même des ressentiments.
mais je savais aussi quelque chose de plus profond, que leur opinion n'avait plus le pouvoir de définir ma valeur. Je me levai, enfilai mon vieux peignoir préféré et me servis une tasse de thé. En regardant la lumière de la lune tomber sur mon modeste salon, je souris. J'avais passé ma vie à être la surinvisible, la déception silencieuse, la fille des friperies. Mais dans ce silence, j'avais construit un empire. Et pour la première fois, je me sentis véritablement libre.